l'explosion du cuirassé qui l'a projeté à près d'1 mètre au-dessus de l'eau. Pour comprendre comment les Alliés avaient réussi à percer ce mur de mines, de filets et de batteries anti-aériennes pour frapper au cœur même du monstre, il faut revenir au commencement d'une opération aussi audacieuse que désespérée, l'opération Source. Au début de 1942, le haut commandement britannique prit conscience d'une vérité simple. Tant que ce cuirassé demeurait dans les eaux norvégiennes, aucun convoi arctique vers Mourmansk ne pouvait naviguer en sécurité. Les Allemands en avaient fait un instrument de terreur. Avec un déplacement de près de 43 000 tonnes et des canons de 15 pouces, il ressemblait à une forteresse flottante. Rien que sa présence suffisait à contraindre l'amirauté à reporter ou modifier des opérations entières. Mais le plus redoutable n'était pas ses armes, c'était l'effet psychologique qu'il exerçait sur la stratégie alliée. Une simple rumeur de son appareillage avait suffi à provoquer la catastrophe du convoi PQ-17. Par peur de son intervention, les Britanniques ordonnèrent la dispersion du convoi. Le résultat fut tragique. Privés de protection, des dizaines de navires marchands furent anéantis par les sous-marins et l'aviation allemand. Et le cuirassé n'avait même pas tiré un seul coup de canon. Ce coup porté au ravitaillement de l'Union soviétique fit de la destruction du bâtiment la priorité absolue. Mais son refuge, l'Altafjord, était une place forte naturelle. Falaises abruptes, chenaux étroits, brouillard et vents capricieux rendant les bombardements quasi impossibles. Les Allemands y avaient ajouté des filets anti-torpilles, des champs de mines et des centaines de pièces de DCA. Pourtant, à Londres, un plan prenait forme. Ceux qui allaient tenter l'impossible n'avaient à leur disposition que de minuscules sous-marins. Le cuirassé n'était plus seulement un navire, il incarnait une menace. Son arrivée en Norvège avait stupéfié les Alliés. Jumeau du célèbre Bismarck, il s'était montré plus prudent, plus calculateur. Le sort de son frère abattu en Atlantique avait poussé les Allemands à ne plus risquer ce géant au large. Il restait tapi dans son fjord, protégé par la montagne, à l'abri des bombes. Chaque mention de son nom dans les états-majors engendrait l'inquiétude. Si jamais il réussissait à intercepter un convoi, aucun escorteur n'aurait pu résister à ces pièces de 381 mm capables d'anéantir un cargo d'une seule salve. Les premières tentatives britanniques furent aériennes. Les bombardiers lourds décollaient chargés d'explosifs, mais la météo polaire semblait toujours se liguer contre eux. Nuages bas, rafales violentes, visibilité nulle, la plupart faisaient demi-tour sans avoir pu larguer leurs bombes. À plusieurs reprises, les raids échouèrent, le monstre demeurant intact, tel un défi lancé au ciel. Au printemps, il sortit brièvement en mer lors de l'opération Sport-Palast, mais son unique succès fut le torpillage d'un seul navire marchand. Face aux avions alliés, il regagna aussitôt son abri. L'amiral Raeder déplora ce maigre résultat, mais, stratégiquement, l'importance du navire ne diminuait pas. 3 fois encore, la RAF tenta de le frapper. En vain, les fjords restaient impénétrables. Puis survint le désastre du convoi PQ-17. Saisi par la panique, l'amirauté dispersa les cargos à la suite de rapports erronés sur la sortie du cuirassé. Les U-Boots et la Luftwaffe achevèrent le massacre. Encore une fois, le colosse n'avait même pas quitté son mouillage. Son nom seul était devenu une arme. Dans leur désespoir, les Britanniques se tournèrent vers la guerre secrète. Avec l'aide des résistants norvégiens, ils tentèrent une mission de commando utilisant des torpilles humaines, les chariots, pour atteindre le cuirassé dans sa cage glacée. Mais les tempêtes arctiques dispersèrent les engins avant même qu'ils ne puissent approcher. Tout semblait protéger le géant, la nature elle-même. On l'appelait désormais la reine solitaire du Nord, et chaque échec renforçait la légende de son invulnérabilité. Cependant, les Alliés n'étaient pas prêts à abandonner. Le destin fit alors entrer en scène un acteur inattendu, un pilote soviétique. Sous un ciel plombé de nuages bas et de pluies glacées, le capitaine Leonid Yolkin entreprit l'une des missions de reconnaissance les plus périlleuses de la guerre. Son objectif, localiser dans le dédale des fjords la fameuse Reine du Nord et ramener des preuves photographiques de son emplacement. Aux commandes de son bimoteur P2, il savait qu'une seule erreur le conduirait droit dans le feu ennemi. Les flancs de l'Altafjord étaient hérissés de plus de 80 canons de DCA, depuis les automatiques de 20 mm jusqu'aux lourdes pièces de 105 mm. Les Allemands savaient que leur navire était la clé du Nord et le gardaient jalousement. Après 2 heures de vol à travers brouillard et rafales,
Yolkin descendit à quelques dizaines de mètres au-dessus des vagues. Les éclats de la DCA illuminèrent le ciel. Les obus éclataient tout autour de son appareil, cisaillant la pluie de leurs éclats noirs. Mais il persista, manœuvrant entre les falaises, jusqu'à ce qu'un instant de clarté lui dévoile la masse immense du cuirassé. Sous la pluie, sa coque grise paraissait invincible, ses tourelles immobiles pointant vers le ciel. Le capitaine passa à 50 mètres du monstre, prenant photo après photo, pont, filet anti-torpille, navire d'escorte. Puis, miracle, il regagna le territoire soviétique. Quelques heures plus tard, les clichés étaient sur le bureau des officiers britanniques. Pour la première fois, l'ennemi était révélé dans le détail. Reste une question, comment frapper un navire ainsi retranché? La réponse tenait du génie et de la folie. Les ingénieurs mirent au point un nouveau type d'engin, les sous-marins nains de la classe X. Ces engins de 15 mètres à peine embarquaient 4 hommes et 2 charges de près de 2 tonnes chacune, destinées à être fixées sous la coque ennemie. Pas de torpilles, pas de canon, seulement la discrétion et le courage. La vie à bord de ces minuscules machines était un supplice. Chaleur étouffante, froid glacial, condensation, manque d'air, silence absolu. Le moindre bruit pouvait trahir leur présence aux hydrophones ennemis. Ces engins furent mis au point dans le plus grand secret sur l'île de Butte. L'opération reçut le nom de code Source. Les résistants norvégiens et les renseignements soviétiques fournirent cartes et données précieuses sur les défenses du fjord. 6 sous-marins nains devaient s'approcher discrètement, traverser les filets et miner 3 cibles principales: le cuirassé, un croiseur lourd et un navire de soutien. Mais tous savaient qu'en réalité, seule la destruction de la Reine du Nord importait. Les équipages, volontaires conscients du risque, partirent en septembre 1943. Les 6 engins, de X5 à X10, étaient remorqués par de grands sous-marins pour atteindre la Norvège, leur autonomie étant trop limitée. La mer resta calme, mais le voyage demeurait périlleux. Sous-marins ennemis, patrouilles aériennes, mines, chaque mille parcouru pouvait être le dernier. Bientôt, le câble de remorquage du Gix-9 céda. On ne revit plus jamais son équipage. Puis le Gix-8 connut une fuite. Pour éviter une explosion accidentelle, le commandant décida de saborder les charges. Le choc fit exploser la petite coque. Les survivants rejoignirent le remorqueur. Les autres continuaient, malgré les pannes et la fatigue. Dans le X-10, les systèmes tombaient les uns après les autres. Au final, seules 2 unités restaient opérationnelles: le X-6 du lieutenant Donald Cameron et le X-7 du lieutenant Basil Place. Ce serait à eux d'accomplir la mission et d'affronter la forteresse cuirassée. À l'approche de l'Alta Fjord, ils plongèrent dans le labyrinthe des roches et des filets. Les obstacles étaient innombrables: mines, câbles d'acier, patrouilles, détecteurs sous-marins. Le X-6 heurta un rocher, perdit son compas gyroscopique et son périscope, forçant Cameron à naviguer à l'instinct. Par un hasard providentiel, les techniciens allemands avaient désactivé leurs hydrophones pour maintenance. Le géant était devenu sourd, juste au moment où les Britanniques approchaient. De son côté, le 17 de Place s'emmêla dans les filets. Les hommes durent sortir sous l'eau, à la lampe, pour trancher le métal. Chaque minute les rapprochait de la mort. À l'aube, les sentinelles du cuirassé remarquèrent un remous suspect. Bientôt, une silhouette furtive apparut à la surface. L'alarme retentit, les projecteurs balayèrent les eaux, les canons ouvrirent le feu. Mais il était trop tard, les sous-marins nains se trouvaient déjà à l'intérieur du périmètre. Cameron mena son engin droit sous le ventre du monstre et libéra ses charges au plus près de la quille. Le X-7, secoué par des explosions, réussit lui aussi à déposer ses bombes à retardement avant d'être détruit. Quelques hommes, dont Place, furent repêchés par les Allemands. Sur le cuirassé, l'alerte finit par retomber. Les officiers, voyant leurs prisonniers, crurent que l'attaque avait échoué. Le calme revint. Mais dans les profondeurs, les minuteries tournaient. À 8h12, la montagne résonna d'un double tonnerre. Un éclair sous-marin fit trembler tout le fjord. Le cuirassé, 42 000 tonnes d'acier, bondit hors de l'eau. La coque se tordit, les plaques d'acier se fendirent, l'eau envahit les compartiments. Les générateurs s'arrêtèrent, les tourelles se bloquèrent, la panique éclata à bord. 2 hydravions furent essoufflés à la mer. Le commandant Hans Mayer tenta désespérément de manœuvrer, mais le monstre penchait déjà, inerte. Pour la première fois, la Reine du Nord saignait.
Le navire ne coula pas, mais il était brisé, rendu impuissant. Des remorqueurs accoururent. On tenta d'endiguer les voies d'eau, d'équilibrer le bâtiment en inondant les compartiments opposés. Des semaines durant, ingénieurs et ouvriers luttèrent dans le froid et la nuit arctique. On consolida les cloisons avec du bois, on colmata les brèches à la hâte. Au printemps suivant, le cuirassé flottait de nouveau, mais son cœur était irrémédiablement endommagé. Les Alliés, eux, savaient qu'il fallait l'achever avant qu'il ne ressuscite. À l'amirauté, la priorité changea d'échelle. Endommager ne suffisait plus, il fallait empêcher tout retour en ligne. Londres et Moscou comprenaient que tant que ce mastodonte respirait encore, les convois de l'Arctique resteraient sous la menace de son seul nom. L'aviation britannique peaufinait déjà de nouveaux raids, cette fois avec des bombes capables de traverser la cuirasse et de pulvériser les entrailles d'un navire aussi massif. Entre-temps, les pilotes soviétiques harcelèrent les installations quand la météo le permettait, épuisant la défense et forçant les Allemands à disperser leurs moyens. La lutte devenait une guerre d'endurance, du côté allemand, tenir et raccommoder, du côté allié, user, surprendre et préparer les stockades. Le printemps ramena une apparence d'ordre à bord. Des générateurs auxiliaires tournaient de nouveau, des circuits répondirent, de manière capricieuse. Certaines pièces secondaires purent reprendre du service. L'ossature, elle, demeurait tordue, comme fatiguée jusqu'au cœur. Les essais à petite vitesse montrèrent une réalité implacable. La coque vibrait, les tensions internes faisaient gémir les membrures, et chaque heure passée en mer ressemblait à un pari contre la fatigue du métal. Les Allemands l'acceptèrent, faute de mieux, et commencèrent à considérer leur fierté non plus comme un sabre, mais comme une batterie flottante, un canon géant amarré entre montagnes et eaux froides. On dressa des rideaux de fumée d'exercice, on perfectionna la DCA, on multiplia les patrouilles. On se préparait à encaisser ce que le ciel pourrait lancer. Les Alliés, eux, avançaient vers la solution qu'exigeait la logique de la guerre moderne, frapper d'en haut avec une précision que le relief avait jusque-là refusée. Les équipages de bombardiers entraînèrent l'approche sur longue distance, pesant vent, nuages, couloirs d'accès, afin d'amener, au jour dit, la charge exactement là où elle devait percer. Le nom des bombes suffisait à faire réfléchir. Des ogives profondes, conçues pour traverser ponts et cuirasses, comme on casse la croûte d'un pain trop dur, afin d'exploser au cœur, là où un navire vit, respire et meurt. Face à cela, les fumigènes, aussi denses soient-ils, ne seraient que des voiles trop minces. L'automne 1944 clôtura la partie. Entêtés, les Allemands avaient redonné souffle au navire, mais pas sa vigueur. La plateforme qu'il était devenu l'exposait désormais à la portée directe des bombardiers lourds partis d'Écosse. À l'aube du 12 novembre, des formations de quadrimoteurs apparurent au-dessus des cimes, entre brume et trouées bleues. À bord, on déclencha les rideaux de fumée. La DCA éructa. Le fjord vibrait, les échos ricochaient de falaise en falaise. Mais les appareils suivaient leurs axes, réguliers, implacables. Les premières bombes pénétrèrent, traversant les ponts en cascade, puis éclatant dans les compartiments profonds. Le navire tout entier fut secoué, comme pris d'une toux violente. La seconde salve frappa près d'une tourelle majeure, produisant un souffle qui ouvrit la coque comme une plaie. L'assiette changea, le gîte augmenta, et la lutte pour la survie redevint une course impossible contre l'eau qui entrait de partout. Des hommes couraient, d'autres sautaient. Les portes étanches claquaient, des cloisons ployaient. On tenta de purger les ballastes, d'ouvrir des purges pour redresser ce qui pouvait l'être. Mais d'autres coups tombèrent, et le géant perdit ce qui lui restait d'équilibre. Il vira, s'alourdit, bascula sur bâbord. En quelques instants, l'eau envahit les volumes, enfermant à l'intérieur ceux qui n'avaient plus d'issue. Le fjord se couvrit de nappes d'huile, de débris, de fragments arrachés au pont, et le navire, jadis menaçant, se retourna, quillant l'air, comme un animal terrassé. Les échos du dernier grincement se prolongèrent longtemps entre les pentes, puis s'éteignirent. Pour les Alliés, c'était une délivrance. Les routes arctiques pouvaient respirer, et les convois reprendre leur rythme sans cette épée suspendue au-dessus d'eux. Pour les marins soviétiques, comme pour les équipages britanniques, la fin du colosse scellait la victoire d'une ténacité patiente sur la puissance brute. Et, dans le souvenir de la première blessure infligée au monstre, un nom demeurait, celui des sous-marins nains. Les survivants des équipages rentrèrent après la guerre.
Leurs commandants, Donald Cameron et Basil Place, reçurent la plus haute distinction de leur pays. À travers eux, une leçon s'imposait. Parfois, la petite main qui s'insinue dans l'ombre renverse ce que 1000 canons n'ont pas pu faire plier en plein jour. La mer, elle, garda tout, le froid, l'odeur d'huile, le grondement des bombes, les photos prises à 50 mètres au-dessus des vagues et le silence revenu après le fracas. Dans les fjords, les falaises n'oublièrent pas cette matinée où un nom qui faisait trembler les cartes n'était plus qu'une épave retournée. Sur les tables des états-majors, on raya une menace. Sur les quais, on chargea les cargos à destination du nord sans jeter un œil inquiet vers la Norvège. Et un jour, quand on racontera ces mois où chaque mètre d'acier semblait peser sur le destin des convois, on se souviendra que la victoire ne tient pas seulement aux grandes batailles, mais aux missions qu'on juge d'abord impossibles, et qui pourtant, un matin, font bondir un cuirassé hors de l'eau et changent la guerre. La logique allemande, alors, glissa du rêve d'une épée corsaire vers l'usage d'un bouclier. On entreprit de transformer le navire en plateforme d'artillerie, une pièce immobilisée mais redoutable, arrimée à un décor de montagne, protégée par des fumigènes, des canons et des filets. Le fjord, en apparence, redevenait une maison close, surveillée jusque dans ses respirations. Les sentinelles connaissaient chaque pli de rocher, chaque remous de courant. Des vedettes croisaient entre les bouées, des batteries de DCA balayaient le ciel à la moindre alerte. Pourtant, quelque chose avait changé. La peur d'un nouvel effondrement pesait désormais, comme une main froide sur chaque quart. En face, les Alliés, eux, ne cherchaient plus à inquiéter le géant, mais à l'éteindre. Les équipages répétaient à l'infini des trajectoires, des alignements, des hauteurs de largage. On travaillait le ciel comme une carte d'artilleur, vent, couche, température, trouées possibles au matin. Les bombes retenues pour l'assaut final avaient été conçues pour des cibles comme celle-ci, lourdes, fuselées, capables de percer les ponts blindés, de traverser des épaisseurs d'acier avant d'éclater en profondeur, là où l'explosion ne déchire pas seulement, mais déracine. La condition sine qua non, on le savait, restait la clarté, voir, désigner, viser. Sans ciel ouvert, rien n'était faisable. À bord du cuirassé, on s'accrochait à la routine. Les équipes d'artificiers vérifièrent les obus à fusée chronométrés. On pratiquait la mise en place des écrans de fumée. On rodait les servitudes. On répétait l'alerte. L'équipage dormait mal, guettant ce qui pouvait venir de l'horizon et que la météo, l'hiver précédent, avait encore évité. Les officiers, enfin, n'entretenaient plus l'illusion d'une sortie héroïque. Le navire était devenu un enjeu symbolique, un point fixe autour duquel s'organisaient les défenses, une cible dont la simple présence obligeait l'adversaire à calculer. Mais l'adversaire, justement, ne calculait plus. Il préparait. Quand l'automne revint, l'issue s'annonça. Déplacé plus au nord pour servir de batterie, le cuirassé se retrouvait dans le cône d'action direct des bombardiers lourds. À l'aube choisie, les formations arrivèrent, hautes, froides, silencieuses dans le bleu clair et sec d'un matin arctique. Les écrans de fumée furent déclenchés, la DCA alluma ses soleils oranges dans le ciel, des bouffées sombres s'ouvrirent comme des fleurs mauvaises sur la trajectoire des avions. Mais la visibilité, ce jour-là, tenait bon. Les bombardiers suivirent leurs axes. Le largage s'égrena sur quelques minutes qui suffirent à faire basculer un destin. Les premières bombes transpercèrent les ponts, puis allèrent éclater dans les profondeurs de la coque, au niveau des chaudières et des réseaux vitaux. Le choc remonta le long des membrures, fit gémir l'acier, plia des cloisons comme du carton détrempé. Une seconde série laboura la superstructure, éventra des compartiments et mit le feu. Le navire prit de la gîte, on tenta d'ouvrir, de purger, de contre-inonder pour revenir droit, mais la masse d'eau qui entrait gagnait partout à la fois. L'inclinaison augmenta, le pont se déroba et l'immense corps commença à rouler, inerte, vers son dernier équilibre. Sur le pont, certains coururent vers les haussières, d'autres vers les échelles. Des silhouettes plongèrent, d'autres restèrent figées, écrasées par le fracas. Les canonniers tiraient encore, puis la fumée, la chaleur, les éclats, l'odeur lourde de l'huile brûlée les firent reculer. Une ultime salve tomba au large, puis le vacarme s'étira en un grondement de métal qui se tord. Le cuirassé bascula définitivement, le flanc hors de l'eau, la quille soudain à la lumière. Les vagues s'engouffrèrent, l'air comprimé hurla dans les coursives, des compartiments entiers se scellèrent.
En quelques minutes, tout fut décidé. Dans le fjord, la surface se couvrit de nappes noirâtres. Des bateaux accoururent, repêchant des hommes frigorifiés, couverts de mazout. À terre, on voyait les volutes se mêler à la brume et filer vers les pentes. Ceux qui demeuraient pris au piège, eux, ne devaient plus revoir le jour. Le silence se referma, troué seulement par le clapotis contre la coque retournée et les cris lointains. L'ennemi s'était tu. Les Alliés, soulagés, savaient à présent que l'ombre portée sur les routes du Nord venait de se dissiper. À Londres, à Moscou, dans les postes d'escorte des convois, on respira. Le géant qu'on n'avait pas osé affronter en haute mer avait fini par succomber à une patience obstinée, à des reconnaissances insensées, à des raids répétés et, en premier, à l'audace de quelques hommes enfermés dans un cylindre d'acier aux dimensions d'une cabine. On ne salue pas souvent les mains anonymes qui coupent des filets sous l'eau noire, ni celles qui règlent un viseur dans un cockpit glacé. Pourtant, c'est là que se sont jouées ces minutes où un cuirassé bascule. Les commandants des sous-marins nains, Cameron et Place, reçurent à la plus haute distinction de leur pays. Ce n'était pas seulement l'hommage à une mission réussie, mais à une idée. Pour renverser un colosse, il faut parfois s'approcher au plus près, au risque de ne plus revenir. Après coup, la mer reprit son visage usé. Bois flottés, huiles irisées, coups de vent. Le fjord, immuable, garda la mémoire d'un fracas, puis du calme. Les convois, eux, recommencèrent à tracer leur sillon vers le nord sans détourner la tête. Quand on racontera ces pages, on dira que la puissance n'a pas suffi aux géants et que la persévérance l'a emporté. On dira aussi que dans la guerre, il existe des opérations qui paraissent folles avant de paraître évidentes. Elles changent le réel, non par la force d'un seul coup, mais par l'obstination d'atteindre, un jour, exactement le point où tout cède. Cette délivrance ne masquait pas la somme de courage anonyme qui l'avait rendue possible. On se souvint des reconnaissances menées à quelques dizaines de mètres au-dessus des flots, des photos tremblantes ramenées sous la mitraille, des retours miraculeux dans un ciel déchiré de traçantes. On se souvint des hommes qui, dans l'ombre verte et muette de l'eau, avaient scié des filets, effleuré des mines et accroché des charges au ventre d'un titan. On se souvint des mécaniciens qui, à la lampe, avaient réglé des minuteries avec des doigts gourds de froid. Et l'on parla des bombardiers qui, partis d'Écosse dans la nuit d'hiver, avaient tenu leur cap à travers nuages et vents contraires pour faire tomber, au lever du jour, des ogives capables de retourner le monde sous la tôle. Pour la flotte allemande, la perte avait une dimension de symbole. Ce navire avait été plus qu'un outil, un levier stratégique, une ombre qui allongeait ses doigts sur des milliers de milles marins. Le voir finir, quille au ciel, c'était accepter que la puissance ne suffit pas toujours, qu'un relief, un fjord, une météo et l'inventivité de l'ennemi peuvent convertir une forteresse en piège. Les ingénieurs qui s'étaient obstinés des mois durant à le maintenir respirant avaient gagné des batailles contre la matière, mais la guerre, elle, leur échappa en une matinée claire. Les rapports le dirent sans emphase. L'ennemi ne craindrait plus cette pièce maîtresse. Du côté allié, la conclusion fut d'une sobriété presque austère. On nota l'efficacité de la coopération, la chaîne discrète qui allait des résistants norvégiens au service de renseignement soviétique, des écoles de pilotage aux ateliers de fabrication des bombes profondes, des sous-marins remorqueurs aux équipages des nains. Chaque maillon avait compté, aucun n'aurait suffi. On en tira une leçon pour la suite. Contre les forteresses et les géants, la surprise et la précision, appuyées par une endurance sans relâche, finiront toujours par l'emporter sur la masse. Les routes de l'Arctique, désormais, n'avaient plus à tenir compte d'un réveil possible du colosse. Les survivants des équipages de sous-marins nains revinrent, bien après, quand la guerre eut cessé de tonner. Leurs commandants, Donald Cameron et Basil Place, reçurent la plus haute décoration britannique. Hommage simple à une audace sourde, à une acceptation lucide du risque. Partir pour une mission dont on sait qu'elle ne laissera pas de marche arrière. Ceux qui périrent, eux, n'eurent pas de médailles épinglées par-dessus leur uniforme, mais leurs noms restèrent sur les listes lues à voix égales, dans des salles où l'on évite de trop ressentir. Les marins soviétiques, dont la reconnaissance éclaira le chemin, et les résistants qui transmirent des croquis, des horaires, des relevés, furent salués comme il se doit, à défaut d'être connus de tous. La mémoire du cuirassé finit par se déposer dans la routine des navigateurs. Un point sur une carte,
un avertissement de plus contre la tentation de tout miser sur l'épaisseur d'un blindage. Dans les histoires de bord racontées le soir, on évoquait encore, parfois, la scène où un navire, 40 000 tonnes de métal, bondit hors de l'eau comme un poisson trop gros pour son propre poids, avant de retomber, blessé au point de ne plus jamais se relever. On revenait à cette idée, simple et forte. L'attaque impossible n'existe que jusqu'au jour où elle réussit. Ensuite, on se demande seulement pourquoi on ne l'a pas tenté plus tôt. Quand on referme ce chapitre, il reste quelques images nettes. Un fjord où le bruit se répercute comme dans une cathédrale. Des hommes dans un tube étroit qui serrent des leviers avec une douceur infinie. Un avion qui glisse sous la pluie, si près de l'eau qu'on pourrait croire qu'il la touche. Une coque renversée, grise comme la roche autour, et plus tard, des cargos qui passent, lents, lourds, réguliers, sans hâter leur allure. La guerre là-haut continuait, mais ces convois-là avaient retrouvé une part de leur souffle. Ce n'était pas la fin de tout, seulement la fin d'une menace. Et dans la logique d'un conflit où chaque route avait son prix, cela suffisait à justifier tous les risques pris pour faire sauter un rempart que d'aucuns disaient imprenable. Ainsi se boucle l'histoire. Le fjord, aujourd'hui, ne garde que le frisson de l'eau froide, le souvenir d'un grondement et la trace diffuse de l'entêtement humain, celui qui, un matin, fit vibrer la mer, soulever un cuirassé et par là, libérer une route.